you clapped when he said about ratification. Of course, very, very important aspect of trying to get the African financial architecture off the ground with regards to these four institutions. But from within the house that is the AUC, and which is the monolith that many of us try to infiltrate to ensure things like ratification take place, and as Don has said, Sisindi Otoko, it's just us who are there who are going to do it. Where does this collective action and collective responsibility from a political point of view, given in mind what you said just before the tea break, that we should not necessarily always be looking outside, but look within, and building on what the Secretary to the Treasury said this morning, how do we build that collective common position and take it to an institution like the AUC so that we can get these things moving and off the ground? Thank you very much, Jason. Allow me to take it back to French, because there are people that are also willing to justify the money that they are going to be getting after this meeting. So let me take it to French. Donc, vous êtes prêts? Are you ready? Oh, you want to get your headsets? Oh, get your headsets, because. Okay, very good. Ok, donc ce que je disais ce matin, parce que je pense que le keynote speaker, Dr. Mangeni, je crois, a présenté un petit peu la situation globale de l'Afrique quand il s'agissait de notre perspective de développement. Comment est-ce qu'on entend avancer? Il a parlé d'un instrument fondamental. Il a parlé du plan d'action de Lagos. Le plan d'action de Lagos est certainement l'un des plans stratégiques que l'Afrique ait défini et qui avait pour objectif d'accélérer notre développement dans une perspective de durabilité, dans une perspective de résilience, dans une perspective d'appropriation. Mais permettez-moi de vous choquer parce que j'aime bien ça. Le problème, ce n'est pas le monde extérieur. Le problème, c'est nous. Pourquoi? Parce que la crise de la Covid-19, on l'a un petit peu analysée du point de vue macroéconomique et on s'est rendu compte que 64% de l'impact de la crise était plutôt dû à des facteurs internes, pas des facteurs externes. Donc le problème est endogène, le problème est local. Pour revenir à la question, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le plan d'action de Lagos, ça a été repris dans le traité d'Abuja et dans l'acte constitutif de l'Union africaine, il y a 3 institutions fondamentales qu'il faut créer. On l'a déjà rappelé ici, la Banque centrale africaine, le Fonds monétaire africain et la Banque d'investissement. À ces 3 institutions, on a greffé une 4e, qui est l'Association panafricaine des bourses de valeur. D'accord? Donc ces 4 institutions, en fait, sont censées compléter un petit peu le paysage financier au niveau continental et donc adresser les questions relatives à la gestion de la dette, au financement de nos économies et également à la stabilité macroéconomique, stabilité financière, pour ce qui est du Fonds monétaire international, du Fonds monétaire africain, pardon. Mais regardez un petit peu, est-ce que vous pensez qu'il y a une force extérieure qui vous empêche de ratifier ces instruments? Non, il n'y a pas une force extérieure, c'est un problème endogène. C'est un problème de souveraineté de vos États. Et tant que dans le dispositif institutionnel de l'Union africaine, on n'a pas abandonné cette question de la souveraineté des États au profit du supranationalisme, on ne fera pas d'effort, on ne fera pas d'évolution. Je vous prends un exemple simple. Nous sortons de la conférence des ministres qui a eu lieu à Lusaka au mois de juillet. Au mois de juillet, on est venu avec une idée assez spéciale. Qu'est-ce qu'on a dit? On s'est dit, il était important, étant donné qu'on a du retard dans la mise en œuvre des 4 institutions financières dont on a parlé tout à l'heure, qu'il était indispensable
de quand même doter le continent de mécanismes de financement. Quelle est l'idée que nous avons eue? Nous avons eu l'idée d'utiliser Afreximbank, c'est-à-dire la banque que vous connaissez déjà, Afreximbank, qui est très active dans le financement de nos économies, et un autre mécanisme panafricain qu'on appelle African Trade Insurance Company. Ces deux institutions panafricaines, on a voulu les amener à devenir des institutions financières spécialisées de l'Union africaine. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, pour leur donner la capacité de mieux mobiliser les ressources à l'extérieur, il était important de leur donner le parapluie continental, c'est-à-dire qu'on devait leur donner cette possibilité de parler au nom de l'Afrique pour attirer des capitaux. Pourquoi? Parce que ces banques, je prends le cas de ATI, ATI peut mobiliser des fonds sur le marché international à presque taux zéro. Pourquoi? Parce que cette banque a une notation AAA de Moody's, Fitch et je sais pas, c'est encore quoi là? Moody's, Fitch et S&P, Standard & Poor's, S&P. Donc, on s'est dit que si on pouvait utiliser ces instruments pour attirer plus de capitaux, et parce que, en fait, ces banques déjà financent nos États avec les ressources qu'elles ont collectées, on s'est dit qu'on pouvait accélérer le processus de transformation productive. Mais savez-vous seulement ce qui s'est passé? Les États membres ont refusé, écoutez bien, les États membres se sont opposés à l'acceptation de ces deux institutions financières comme institutions spécialisées de l'Union africaine. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Je te disais tout à l'heure que lorsqu'il faut se battre, on sait se battre. On s'est battu et on les a amenés à comprendre toute la pertinence de cette graduation, de cette augmentation du statut de ces deux banques. Et ils ont accepté. Donc, à partir du sommet prochain, on va soumettre aux chefs d'État africains une recommandation pour décision qui devrait porter ces institutions au rang d'institutions spécialisées de l'Union africaine. Pourquoi est-ce que nous le faisons? Parce que avec la notation AAA que ces institutions ont déjà aujourd'hui, c'est un gage de crédibilité, ça nous permettrait de mobiliser des fonds sur le marché international. Donc, il faut comprendre que le problème de l'Afrique, c'est l'Africain. Le problème de l'Afrique, comme je l'ai dit, c'est l'Africain. Parce que dans les années 60, lorsque nous accédions à l'indépendance, on a cité le rapport Berg ici. Le rapport Berg, évidemment, c'est un rapport qui stigmatisait un petit peu la cause du développement en Afrique, mais ce rapport a été également appliqué aux pays asiatiques. Mais comment ont-ils fait pour s'en sortir? Ils ont compté sur leurs ressources propres. Ils ont compté sur l'investissement dans les ressources humaines, dans les capacités humaines qui devaient leur permettre d'accélérer le processus de rattrapage. Et aujourd'hui, on en voit les fruits. Je l'ai dit tantôt, on ne peut pas se concentrer sur le développement tant qu'on a des problèmes conjoncturels à régler. Et ces problèmes conjoncturels sont criards. On ne peut pas s'asseoir à une table de négociation lorsqu'on parle de développement pour venir demander des céréales. Si vous venez demander un bol de céréales, on vous donne des céréales et on vous impose les conditions pour manger ces céréales. Donc, il est important aujourd'hui, et c'est pour cela que la société civile est importante dans ce processus-là. Comme l'a dit mon collègue ici tantôt, il est important que vous appeliez vos dirigeants, que vous appeliez vos leaders à comprendre la pertinence de la signature et de la ratification de l'ensemble des dispositifs légaux qui permettent la mise en œuvre de l'architecture financière panafricaine. Sinon, on ne financera rien dans les années qui viennent. Je vais vous choquer un petit peu encore. Si aujourd'hui, on réduisait la dette de l'Afrique à zéro, écoutez bien, si on réduit la dette de l'Afrique à zéro aujourd'hui, je veux parier avec vous que dans les 2 années à venir, on sera assis ici pour parler des mêmes problèmes. Parce que si vous ne produisez pas, si vous ne vous industrialisez pas, si vous ne pouvez même pas nourrir les 1,4 milliard de personnes que vous avez aujourd'hui, est-ce que l'Inde demande la nourriture à quelqu'un? Non. Est-ce que la Chine demande la nourriture à quelqu'un?
il ne faut pas que l'Afrique se positionne dans ce contexte de géant aux pieds d'argile dans lequel nous sommes en train de nous languir. 40 ans ou 50 ans, c'est déjà trop. Il est temps de passer à l'action et de doter le continent des institutions que nos anciens leaders ont pensé. Parce que si vous regardez bien la philosophie qui était derrière ces institutions, l'exemple, on a mis en œuvre aujourd'hui la zone de libre-échange continentale. C'est une erreur monumentale, de mon point de vue. Pourquoi? Parce que si on ne produit pas, qu'est-ce qu'on va s'échanger? Dans cette salle, lorsque je vous regarde, vous êtes tous bien habillés, mais les habits que nous portons sont importés. Est-ce que vous voyez un peu? Tout ce que nous portons est importé. Tout ce que nous portons est importé. Ce qui fait que on est encore dans une situation de dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Et n'oubliez pas, et je veux citer en tenant compte du docteur Manguini qui est devant moi, dans le plan de Lagos et même dans le traité d'Abuja, il est écrit que si nous n'accélérons pas la transformation productive, la zone de libre-échange continentale ou bien tous les arrangements institutionnels, la communauté économique africaine qui est promue ne marchera pas. Donc, merci Jason et je pense qu'on peut continuer avec la discussion. Merci. We call for policies and practices that put people first. We call for policies and practices that put people first. You and I are the people who hold our governments to account. You and I are the people who hold our governments to account.